Previously on Psycho Quark. Non mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça fait 3 semaines qu'on est sans nouvelles de lui, ça t'inquiète pas? Non mais on s'en branle. Il a pas voulu monétiser, il s'est foutu de la gueule de Paul Walker. Mais rien à foutre, on continue l'émission et on sera encore plus tranquille. Non mais les gars, je suis là et ouais. Oh, ferme bien ta gueule. Y a pas de tranquille qui tienne. On va continuer doucement là. Oh, salut Tazon, ça va? Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Bon alors premièrement il va bien. Deuxièmement, je suis un peu emmerdée là quand même parce que depuis le début, vous parlez de concepts autour de l'homme, avoir une bite, pas avoir de bite, etc. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un épisode sur la castration féminine. Et je vous propose un petit jeu. Je suis juste là pour vérifier que vous dites pas de conneries. Parce que si vous dites des conneries, moi je lui coupe les couilles. Je sais pas si c'est clair. Les gars, vous allez m'aider, hein? On est copains quand même. Oula, le complexe d'Oedipe et le complexe de castration féminin. Eh ben, c'est pas une mince affaire, hein. Parce que oui, les filles ont un complexe d'Oedipe. Oui, elles sont confrontées au manque. Le problème, c'est qu'en psychanalyse, ce sont souvent des hommes qui se sont posé la question. Et ils étaient pas souvent d'accord entre eux, d'ailleurs. Non, parce que je rappelle quand même que Freud appelait la femme le continent noir de la psychanalyse quand même, hein, c'est pas rien. Ouh, ça va faire mal. Freud considérait que c'était une question qu'il laissait en chantier, et qui devait être continuée après lui, y compris par les femmes. Mais du coup, il n'y a pas une théorie unifiée sur le terrain, il y a plusieurs points de vue qui se côtoient. Et c'est pas pour rien que des gens comme Michel Onfray vont sommer la psychanalyse de répondre d'une seule voix sur la question. Parce qu'il n'y a pas une seule voix. Et donc ce que vous nous demandez, c'est compliqué, mademoiselle. Non, et puis tu sais, en 20 minutes, c'est quand même un petit peu insultant de parler des femmes, ça fait pas beaucoup, hein. Ok, donc échec par abandon. Quoi? Tu choisis lequel? C'est un couteau à gâteau, ça? Échec par abandon? Quoi? Mais on va perdre des abonnés là. Non mais les gars, si Freud il a dit que la question elle pouvait être laissée en chantier, ça veut dire qu'on peut y arriver, on peut relever le défi, allez! Ouais, dans l'histoire, j'ai pas grand chose à perdre. Et puis le Psycho Quark, c'est pas là pour défendre la psychanalyse coûte que coûte, c'est là pour l'expliquer. Et puis, comme la question a été laissée en chantier, on pourrait rajouter notre pierre à l'édifice. Oh! Allez hop, relevons le défi, générique! Alors pour Freud, ça se passe comment, le complexe de castration pour les filles? Rappelez-vous de ce qu'on vous disait à l'épisode précédent sur la différence des sexes. On vous disait que quand le petit garçon voyait une petite fille toute nue pour la première fois, il avait peur qu'on lui coupe son sexe. Parce que c'est ce qui semblait être arrivé pour la petite fille. Et ben comment ça se passe pour la petite fille quand elle voit le petit garçon tout nu? Et ben la déduction est vite faite. Elle en a pas. Ouais, donc elle est deg quoi. Il y a quelque chose qui te préoccupe? Je me faisais une réflexion. Tous mes amis ont une queue, mais moi non. Et c'est pas la seule idée possible. Elle peut aussi se dire qu'elle a un pénis, mais qu'il est un peu petit. Du coup, il va pousser. D'ailleurs, on voit à quel point pour les mecs, la taille de la bite est un enjeu capital. Vous imaginez la révélation que ce doit être pour une petite fille? Le choc! Elle va se dire, mais c'est quoi cette arnaque? Du coup, elle est deg la gamine. Et elle en veut surtout à sa mère de ne pas lui avoir donné de pénis à la naissance. Et elle va se tourner vers le père pour en recevoir un parce qu'il a l'air bien équipé, lui. Et c'est là qu'elle rentre dans le complexe d'Oedipe. Mais attends, mais c'est trop cool. Mais en fait, j'ai qu'à t'appeler papa, te voler tes couilles, et puis c'est bon, c'est réglé. Ouais, attends, c'est juste une lecture de Freud, hein. Pour nous, ce qui est important, c'est de retenir que, contrairement au garçon, la petite fille, elle rentre dans le complexe d'Oedipe suite à la castration. Pour Freud, complexe de castration et complexe d'Oedipe, ça va toujours ensemble. Mais pour la fille, c'est dans le sens inverse. Parce que c'est d'abord parce qu'elle se rend compte qu'elle est castrée par rapport au garçon, qu'il lui manque quelque chose, qu'elle va rentrer dans le complexe d'Oedipe. Je dois trouver une queue, Winnie. Mais comment? Non mais tu vois, c'est ça qui me pose problème dans l'Oedipe féminin selon Freud, quoi. Comment est-ce que je vais trouver une queue? Attends, on va faire les choses dans l'ordre. On va d'abord décrire le complexe. Attendez, vous êtes trop partis dans votre délire de psy. Je comprends vraiment plus rien. Simplifiez, bordel. Toi, ta gueule. Ouah, même les brise déjà celle-là. Ah mais en fait, t'es ultra castratrice de nature. T'as même pas besoin de couteau en fait.
Bon, le dip féminin pour Freud, dans les grandes lignes, c'est assez rapide. La petite fille, elle se rend compte qu'il y a un manque qui est inscrit à l'intérieur de son propre corps, s'il vous plaît. Et c'est ça la castration pour elle. Et du coup, il va lui falloir une grosse compensation là pour pallier ce manque. Et plutôt que d'attendre que son clitoris Ce pousse... qui peut prendre pas mal de temps, comme la paire de couilles que l'autre folle tente de se faire pousser là. Tu veux venir là? Au moins je me sentirais moins seul. Bon bref, la petite fille, elle va chercher à recevoir un substitut du pénis chez ceux qui semblent en avoir un. Et c'est plutôt vers papa parce que maman, ça a pas l'air d'être une bonne piste. Mais attention, pas un pénis pour de vrai, mais un substitut du pénis. Alors ça ratisse assez large. Ça ne fait rien, Tigrou. Je ne voudrais pas d'une queue qui t'appartient. Oh, mais si on fabriquait une queue pour toi? Je peux faire une remarque sur ce que tu fais? Et c'est ici qu'on va retomber sur la notion du phallus que vous avez évoqué à l'épisode précédent. Le phallus, pour rappel, c'est le symbole du manque, c'est ce qui renvoie à ce qu'on n'a pas, et généralement c'est représenté par un objet. Et maintenant qu'on vous a rappelé cette notion, vous pouvez comprendre le dip féminin selon Freud. Dans le schéma hyper classique, c'est s'adresser au père pour recevoir ce fameux objet. En vouloir à la mère de nous avoir laissé incomplète, et bien évidemment, certains garçons peuvent aussi passer par ce type de complexe de dip, et là on va parler soit de dip inversé, soit toujours de dip féminin. Non mais attends, il y a un truc que je comprends pas là. Genre, en gros, les mecs, vous sortez de l'Oedipe en ayant peur d'être castrés, et nous, on rentre dans l'Oedipe parce qu'on s'aperçoit qu'on est castré. Et puis après, on fait comment pour en sortir? Parce qu'en plus, Freud, qu'est-ce qu'il dit ce gros bâtard? Il dit que pour sortir de l'Oedipe féminin, on a 3 solutions. Genre, la première solution, c'est l'inhibition. En gros, tu deviens une bonne sœur, tu baisses pas, tu fous rien. Deuxième solution... t'es dans une espèce de revendication phallique en devenant homosexuel, genre puis tu baisses des meufs en mode vas-y, voilà. Troisième solution, ah ouais, c'est la pire, tu deviens femme en étant mère. Génial. Donc en gros, moi, je baise, mais je baise pas avec des meufs, parce que je baise pas avec des meufs, et j'ai pas d'enfant. Bon bah, du coup je fais quoi? Je suis dans le dip. Bah, si tu veux, on a une super poupée juste là, pour combler ton manque. Tu traînes trop avec nous, toi. Hein. Ouais, t'as peut-être raison. Hein. Ce qui est intéressant de retenir dans la théorie freudienne, c'est que la petite fille, elle va être obligée de demander ce qu'elle imagine être le phallus, si elle veut le recevoir. Et du coup, ça crée une demande à l'autre, ça crée du lien. C'est plutôt bien, non? Tu sais, si j'avais une queue de recense, eh bien tu serais la première à en profiter. Et attention, c'est pas uniquement le dessin des femmes. L'homme aussi a des moments où il sera dans la demande. Mais en fait, tu dis pas que des conneries, hein. Ah, donc tu peux me détacher? Non! Maintenant qu'on a commencé, on finit, hein. Et puis au final, c'est super drôle de te voir dans cette situation. Faut vraiment que je pense à changer de pote. On vous l'avait déjà expliqué dans l'épisode sur le fantasme. Du manque, il y en aura toujours. Et ça veut dire que tous les substituts phalliques que la fille ou le garçon vont pouvoir trouver, ils vont finalement s'avérer insuffisants. Et il faudra rebondir pour en trouver d'autres. Pour terminer sur Freud, la sortie de l'Oedipe chez la fille, c'est quelque chose d'assez critiquable parce que d'assez flou. C'est quand même quelqu'un qui s'imaginait que la consécration de la femme, c'était d'avoir un enfant. Là, elle allait trouver cet objet si extraordinaire. Mais bon, c'est quand même quelqu'un du début du XXe siècle. C'est comme ça que la société, elle tournait à l'époque. Devenir mère, pour lui, ça permettait d'obtenir une gratification, d'avoir ce phallus tant convoité, et là, elle pouvait l'offrir à un père. Oui, bon, d'accord, ça marche pas à tous les coups. Ouais, bon, ça me saoule, vous êtes vieillots, les mecs. Je crois que je vais te couper les couilles. Non, attends. Ouais, on n'a pas encore fini, hein, parce qu'après Freud, il y a aussi Lacan qui s'est mis sur la question, et puis il a dit des trucs pas cons, hein, rappelle-toi par exemple, différencier la femme de la mère et tout ça. C'est vrai que pour Lacan, qui vient après Freud, le dessein de la femme, c'est plus uniquement d'être une mère. Trouver le phallus sous forme de bébé. Pour lui, la femme va devenir femme en s'identifiant au phallus. Et là, on passe de avoir le phallus, en ayant un bébé par exemple, à être le phallus, donc s'identifier au phallus, et donc devenir objet du désir, c'est-à-dire celui vers qui s'adresse le désir de l'autre. Merci, Bourriquet. Je serais très heureuse d'emprunter ta queue. Comment te sens-tu avec la queue de Bourriquet, Darby? Je me sens comme Bourriquet. Ce que vous venez de voir, ça s'appelle une identification. En empruntant la queue de Bourriquet, la petite fille devient comme Bourriquet, elle s'identifie à lui. Mais bon, elle lâche vite l'idée parce que c'est quand même pas marrant d'être comme Bourriquet. Non mais ok, d'accord, je valide. Bon point pour vous.
Le pénis, c'est pas le phallus, on s'en fout du pénis réel, donc en gros, hommes et femmes manquent tous de quelque chose. Ok, ça va. Ils nous volent notre travail. C'est un scandale. Ah mais oui, d'ailleurs on en a parlé dans la partie 1 de l'épisode. Ouais, non mais tu te la pètes là. Arrête de te la péter. Tu pourras parler de tes vidéos quand t'auras autant d'abonnés que moi. Non mais attends, mais genre tu menaces déjà de me castrer réellement. En plus maintenant tu me castres symboliquement. Mais t'es vicieuse comme nana. Bah ouais, c'est pour ça que t'es là. La différence anatomique des sexes, c'est super important que pour les enfants qui viennent de découvrir qu'en fait, il y a quelque chose qui peut réellement manquer sur ce plan-là. Mais petit à petit, la différence des sexes pour les adultes et pour la société en général, c'est plus trop une question de sexe réel, mais surtout une question de genre. Masculin, féminin, etc. Un mec, il peut en avoir, et il peut être plus féminin qu'autre chose. Et vice-versa d'ailleurs. La société a encore beaucoup de chemin à faire pour briser ces normes qu'elle a elle-même créées. Rappelons d'ailleurs ce que disait Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre. Et j'ai même envie de rajouter, rien ne garantit que celles qui deviennent femmes soient nécessairement de sexe féminin. Là, tu m'impressionnes. Normal, je suis un mec. Non, là, tu viens de perdre tout le respect que tu venais de gagner. Non mais les mecs, si on commence par parler de genre, on n'est pas arrivé, hein. Tu veux pas lui couper les couilles direct, ça irait plus vite quand même. Mais si, on est toujours dans le sujet, c'est juste que, au départ, et j'insiste, pour les enfants, la différence des sexes, c'est en checkant s'il y a un pénis ou pas. Mais si les enfants qu'on a été en étaient restés là, bah ça n'irait pas bien loin. Ça reviendrait à dire que la femme est plus manquante que l'homme. Voilà, maintenant on a compris que c'était pas vrai. C'est le rapport au manque qui est différent. Ah mais c'est super, on est d'accord pour une fois. Ouais. Par contre, tu pues un peu. Ça te change. Mais ouais, en psychanalyse, nous on fait que partir de la première idée qu'on a dû se faire sur cette différence quand on a vu qu'il y en avait une. Pas la même chose. Dans les deux cas, cette découverte pose la question du manque. Dans les deux cas, c'est lié à l'Oedipe. Parce que s'il y a du manque, ça veut dire que la vie au sein de la famille n'est pas pleinement satisfaisante. Il va falloir aller la chercher ailleurs, cette satisfaction-là. Se détacher de la mère pour trouver ailleurs une compensation. C'est juste que la petite fille, elle rentre dans le complexe d'Oedipe, pas pour protéger ce qu'elle a, mais plutôt pour rechercher ce qu'elle n'a pas à la base. Réveillez-vous les filles, ce n'est pas le moment de rêver. Où il est? Tout rêvé. Et attention, hein, on dit pas non plus que le phallus elle va forcément le trouver du côté des hommes. On est dans l'imaginaire après tout. Du coup, elle peut très bien trouver chez une femme. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus phalliques que les hommes, n'est-ce pas? Ouais, non, ok, mais ça c'est sûr, quoi. Commencer à être moins con, c'est bien. C'est bien. Mais va falloir le prouver maintenant avec une petite analyse. Quoi? Je peux pas partir maintenant? Oh non, c'est... Pour vous éclairer sur le complexe de castration chez la fille, j'avais pensé à Sailor Moon. Je sais où est son point faible. Il est juste à la base de sa queue. Il réagit de plus en plus intensément. Ah mais c'est pas vrai, vous avez vu cette queue? Quoi? T'es sérieux? Mais fais pas ça, je vais me faire trucider, putain! Oh, il y a une matière quand même. Bon, ok, donc aujourd'hui ça sera... Sakura, chasseuse de cartes. Ah ouais. Bah quoi? En plus, c'est un manga qui est fait par des dessinatrices. On ne dira pas que c'est un fantasme de mec. Alors, Sakura, c'est une collégienne japonaise de 12 ans qui vit avec son père. Il enseigne l'archéologie à l'université. Il sait tout faire, même la cuisine. C'est le meilleur. Et elle pense que la vie serait merveilleuse s'il n'y avait pas son grand frère. Pourquoi? Elle veut son père pour elle toute seule. Mais bon, son grand frère, il est quand même là pour les séparer. Y aurait pas un peu d'Oedipe dans l'air des fois? Mais si c'est pour dire des choses aussi faciles, tu peux fermer ta gueule, quoi. Même le grand con, il a compris. Ouais, même moi. Hein? Mais pourquoi je dis ça, moi? Non mais attends, déjà que je suis attaché, si en plus je dois fermer ma gueule, bah, ça va pas le faire. Hein les gars? Les gars? Et tu vas où là? Oh! Eh, tu vas où? Mais... Allez. Joli costume. Très joli couteau. Merci.
Ah, parce que toi aussi, tu peux y aller? Bon, où en étions-nous? Ah oui, c'est vrai. Un jour, Sakura descend dans la cave de son père où il entrepose ses précieux livres. Il y en a un qui semble l'appeler, et c'est le livre de Clo. Elle l'ouvre et paf, il contient un énorme paquet de cartes. Un paquet de cartes épais comme ça. Et dès que Sakura l'ouvre, presque toutes les cartes s'envolent et disparaissent. Du coup, sur la pile, il lui reste ça. Des cartes qui s'envolent. Quoi? Je crois qu'il a dit « Non mais attends, tu vas voir ». C'est une grosse perte car chacune avait un pouvoir magique. Mais a-t-elle bien tout perdu? Non, car en lot de consolation, il lui reste une carte qui ne s'est pas envolée, une petite clé trop kawaii et une peluche qui parle et qui vole en plus. Oh, déjà vu? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien, monsieur, je vous jure. Non, vas-y, ça m'intéresse. Un chat qui parle? Et un objet magique? Tu veux dire donc que tous les Magical Girls se ressemblent? Mais qu'est-ce qui se passe là? Une vague de rageux. Prépare-toi bien. Cette peluche en question, c'est Kerobero, le gardien des cartes de Clo. Qui parle, un gardien? Il lui dit de se bouger le cul pour récupérer les cartes vite fait bien fait, hein. Parce que d'une, leur pouvoir magique est très dangereux, et puis deux, fallait bien qu'il y ait de l'action dans la série. C'est elle qui les a perdus, donc c'est elle qui s'y colle. Et pourquoi je devrais t'y aider? Parce que la petite fouineuse qui a permis aux cartes de s'échapper, c'est toi! Si c'est pas moi qui paume, c'est pas moi qui cherche. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Figurez-vous que cette petite clé qui lui est restée en lot de consolation va pousser pour se transformer en long bâton, long, droit, ferme et délicieusement kitsch. Et en plus de ça, il est magique! Comme Malice to Flex! C'est intéressant ce que tu vas dire cette fois. Ah, ouais, c'était pour dire, je pense avoir trouvé où est le complexe de castration dans cette histoire. On t'écoute. D'abord dans le fait que le père n'est pas totalement disponible pour sa fille. Il manque, il n'est pas souvent là, il est prof à la fac, il a pas trop le temps quoi. Et même à la maison, il continue à trimer. Et puis il y a son grand frère là, qui en plus de l'embêter fait barrière entre elle et le père. Comme quoi au fond, c'est pas toujours la mère qui fait office de rival. C'est bien, mais encore? Et surtout, le complexe de castration, il est là parce que pour Sakura, la question de la perte est essentielle dans le fantasme. Il faut maintenant que je les récupère. C'est comme cela que je suis devenue chasseuse de cartes. Ah bon? C'est un fantasme son histoire de cartes? Non mais attends, elle se bat en plein centre de Tokyo contre des monstres qui font la taille d'un Airbus, ça te met pas un peu la puce à l'oreille? Putain, je suis vraiment con. Personne? Non, pas totalement. Car comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, le fantasme, ça circule. C'est pas un circuit fermé. Sa meilleure amie en a vu quelque chose. Un peu beaucoup même. Sakura essaye de le cacher, mais un peu mal à l'aise, elle lui fait part de la magie qui anime sa récente aventure. Sa copine a donc envie d'être sur le coup. Ce serait leur petit secret. Pas si vite, je ne suis pas sûre de pouvoir tout faire. Et moi je sais que tu y arriveras. Dis, ça t'ennuierait pas de me montrer un ou deux petits tours de magie? C'est... Allez, ne te fais pas prier! Ah oui? Ne sois pas aussi timide! Personne ne peut nous voir ici! Bon, d'accord. Faut dire que sa copine, ça fait un bail qu'elle fantasmait sur elle. J'ai oublié de vous dire que Tiffany était une dingue de vidéo. Et que je suis son modèle préféré. Devine quoi? Je me suis payé le tout dernier modèle de caméscope. Je pourrais filmer pour l'essayer. Bah oui, mais pourquoi tu ne changerais pas un peu de modèle pour une fois? Parce que ça serait bête de pas profiter du fait que ma meilleure amie est la plus jolie fille de l'école. Waouh! Elle a un ticket, Sakura! Mais je pense avoir compris moi aussi. Le phallus pour sa copine, c'est la caméra. Ah! Presque. Avec toi comme vedette, je vais finir par décrocher un Oscar. La 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 la. Je sais ce que vous pensez. Ok, c'est l'Oscar. Exactement. Bon bref, les fantasmes de Tiffany et de Sakura convergent plutôt bien. Et question mise en scène et cosplay, la copine elle assure. Pourquoi elle ressemble à un chat? Parce que j'adore les chats, ils sont trop mignons. Ce qui nous amène encore une fois à souligner que le désir, c'est le désir du désir de l'autre. Donc quand Sakura fantasme, bah c'est un petit peu pour plaire à sa copine.
Il y a d'ailleurs d'autres copines, un peu plus distantes, qui vont parfois mal réagir sur cette même scène du fantasme. Ah, là j'ai trouvé le symbole phallique. L'épée. Bah, encore heureux, hein. Donc c'est une éjaculation faciale cette scène. Ouais, enfin au final vous voyez du phallus partout, ça j'ai bien compris. Mais je ne vois pas le rapport avec le fait qu'elle ait perdu les cartes. Pour Sakura, la question phallique, elle commence avant qu'elle paume les cartes. En fait, toute la série commence par un rêve qui va se rejouer au fil des épisodes à mesure que sa recherche elle avance. Quel rêve étrange. Je vois pas là. Mais là, si tu vois pas, moi je peux rien pour sauver Tazan. Hein. Ce truc, l'équivalent de notre tour Eiffel à Tokyo, exerce une fascination et une attirance forte sur Sakura. C'est ce qu'on peut appeler un beau symbole phallique. Sakura se sent alors pousser les ailes, prête à nier cette fente. Et comme le rêve s'arrête précisément à ce moment-là, ça laisse penser que c'est là où elle est bloquée. Ce rêve nous montre donc que Sakura est dans une problématique de castration. Elle essaye de trouver des compromis, et c'est précisément là que les cartes vont devenir importantes. Oui, vas-y, dis-leur pour le livre de Clo. Tu sais que le livre a été fait par un certain Chloride, un sorcier super puissant, et que le père de Sakura, c'est justement une réincarnation de ce Chloride, et que, en léguant ce livre à sa fille, en fait, il lui lègue sa puissance pour qu'elle devienne plus puissante que lui. En fait, sa puissance, elle serait réalisée par ce livre et par les cartes. Waouh, ce Chloride, c'est tout de même quelqu'un. Oui, parlons-en. Parce que la féminité, ça se passe quand même beaucoup mieux quand le papa il est content d'avoir une fille, quand il veut lui transmettre son savoir, sa puissance, son héritage. C'est d'ailleurs ce que disait Françoise Dolto. Et là où on peut justement voir une belle histoire d'amour père-fille, c'est que son père il est prof, donc il transmet ce qu'il trouve dans les livres. Alors le coup du livre magique scellé qui s'ouvre à elle pour lui transmettre sa puissance, vous voyez que c'est pas anodin. Dès le début, Sakura a déjà une carte dans son jeu. Ouais enfin, c'est quand même elle qui les a perdus, donc elle lui apporte rien au livre, puisque c'est de sa faute toute cette histoire. En même temps, si elle n'avait pas perdu les cartes, il n'y aurait pas eu d'interaction. Et puis d'ailleurs, on apprend à la fin que Chloride, son désir, c'était justement de lui transmettre son pouvoir. Du coup, cette histoire de cartes qu'il faut récupérer, c'est comme si on lui proposait une quête sans laquelle elle n'aurait aucune raison d'apprendre, de grandir et de devenir quelqu'un. Apprendre aux autres des choses drôles ou intéressantes est bien plus passionnant que de vouloir les garder pour soi, n'est-ce pas? Vous êtes mignons les gars, vous nous parlez de phallus et tout, c'est bien, mais on peut pas non plus complètement nier la différence des sexes. Et puis, on sait de toute façon que le fantasme, ça sert à faire avec la réalité. Bah, c'est vrai que la différence des sexes au début de la série, c'est assez difficile à aborder. Mais il y en a une quand même, hein. Regarde par exemple ce qui va se passer dans ses rêves. Vous vous souvenez du rêve dont on vous avait parlé tout à l'heure? Celui qui commençait la série? Eh bien là, c'est le même, sauf qu'il y a maintenant un garçon à la place de Sakura. Et d'une certaine manière, elle est délogée par son arrivée. Et elle voit bien que c'est plus la même chose. Et elle finit par s'y confronter aussi dans la réalité. Aujourd'hui, nous allons accueillir un élève étranger. La confrontation avec le garçon, et surtout avec son regard, va lui faire prendre conscience d'elle-même comme d'une fille. Et là, beaucoup de questions se posent, et c'est difficile de ne pas perdre confiance. Et lorsque votre cœur se languit et que vous ne savez plus vers qui vous tournez, ne perdez pas confiance. Dans le plus sombre des Mais qu'est-ce qu'il a? toujours subsiste la Pourquoi est-ce qu'il me lumière fixe comme ça? qui soit-il. Pourquoi? Bonne question, Sakura! Et la question qu'il te pose, c'est est-ce que tu l'as ou pas? Tu renvoies à ce que tu n'as pas en réalité. Le pénis? Non, le substitut, les cartes de clos. Ok, c'est bon, j'arrête, je dis plus rien. Donne-les. Mais de quoi tu parles? Des cartes de Clos. Allez, donne. Le garçon va rentrer sur la scène du fantasme, et là quelque chose ne tient plus. Elle se sent comme qu'il irait désavantagé, tellement le garçon incarne la puissance. Il a décidément quelque chose qu'elle n'a pas. Ouais, aussi faut dire qu'il est super arrogant ce petit con quoi. Il est en train de lui montrer qu'il maîtrise mieux qu'elle les cartes. Et Sakura se sent blessée, dévalorisée, insignifiante, dans une scène où pourtant elle devrait avoir le beau rôle. Quoi qu'il en soit, tu ne me sembles pas capable d'affronter la magie des cartes. Tu refais ça, et c'est moi qui te coupe. Pardon madame. Ce garçon hante les pensées de Sakura. Elle y pense tellement souvent. Ça n'a pas l'air d'être la grande forme ce matin. Tu n'as pas assez dormi? Non, pas vraiment. Tu penses encore à hier soir? La cochonne! C'est dur à avaler, mais... Ah, la grosse cochonne! Mais laisse l'extrait se finir au moins! C'est dur à avaler, mais si Lionel n'avait pas été là pour me conseiller, je n'aurais peut-être même pas réussi. Ah, les cochonnes! Il est vraiment con lui en fait. Ouais, ça c'est pas facile tous les jours. Hein. Sakura prend conscience de sa castration. Elle est capable de dire et de penser qu'elle est incomplète.
a pas beaucoup de cartes à ce moment-là, et puis elle sait pas trop s'en servir. Eh ouais, c'est comme la bagnole dans Fast and Furious, c'est pas tout de l'avoir, faut encore la maîtriser. Laisse tomber, la carte du vent ne peut pas défier le tonnerre. Je vois que tu sais invoquer le sceau sacré, mais c'est à peu près tout ce dont tu es capable. Le fantasme de Sakura en prend un coup. Réussira-t-elle à s'en remettre pour régler cet épineux problème? Et ça, c'est une vulgaire peluche. Mais il fait chier ce petit con. Il pourrait jouer le jeu au moins, parce que là il se la pète avec sa grosse épée et tout ça, mais je suis sûr que c'est pour contrer sa propre angoisse de castration en fait. Moi aussi j'en ai une. Ah bah voilà. Vous les mecs, vous êtes tellement prévisibles. Et oui, lui et Sakura sont tous les deux dans une angoisse de castration. Mais petit à petit, Sakura va mieux s'en dépêtrer. Pendant toute la série, elle va récupérer de plus en plus de cartes, jusqu'à avoir la collection complète. Elle passe de chasseuse de cartes à maîtresse de cartes. Elle ne cherche plus à récupérer le phallus, puisqu'elle est le phallus, en devenant la maîtresse des cartes. Au final, le destin de Sakura est bien meilleur que ceux auxquels Freud avait pensé pour la femme. Parce que il s'agit pas vraiment d'un héritage de ce que Chloride ou son père aurait pu lui filer. Non, il s'agit pas d'avoir le phallus, mais bien de l'être, de s'y identifier. Et donc on peut considérer que, avec cette histoire, Sakura devient la maîtresse des cartes, elle est le phallus, donc celle qui attire le regard et l'admiration des autres. Et ça, c'est chouette. Et comme le phallus est l'objet de tous les désirs, qu'est-ce que vous pensez que le petit garçon va bien pouvoir lui dire? Je t'aime Sakura, maintenant tu le sais. Eh ben voilà, il fait moins son malin là. Ouais, ça va, ça va. Mais casse-toi, bolos, là! C'est bon, tout est dans la boîte. Pour conclure, prendre conscience de la différence des sexes pour la petite fille, c'est admettre psychiquement ce creux inscrit à l'intérieur même de son corps. C'est une manière comme une autre d'accéder à la notion de manque, et ça c'est bien, parce que, si vous vous en souvenez, dans ce qu'on a dit dans l'épisode 2, c'est du manque que naît le désir. Mais justement, merci. Sakura chasseuse de cartes, c'est un dessin animé qui explique aux enfants que l'on peut aller très loin en partant de pas grand chose. Et ça, c'est justement ce à quoi pense la petite fille quand elle se rend compte qu'il lui manque fondamentalement quelque chose. Mais bon, faut pas déconner non plus. Manquer de ça ou d'autre chose, tu manques, il y en aura toujours. Pour les garçons comme pour les filles. Putain, c'est vrai que tu pues quand même. Oh, oui. Dans les Magical Girls, c'est toujours un peu la même histoire. Une écolière que rien ne distingue des autres, filles comme garçons. Elles tombent toutes, dès le premier épisode, sur des petites merdes en plastique rose données par un petit animal chiant. Nous, chez PsychoQuack, on voit ça comme de bons gros substituts phalliques, ce qui nous dit quelque chose de ce qui, dans l'imaginaire, travaille la Magical Girl en question. Dans ces séries, la fille s'approprie la vedette avec cet objet magique. Et si au départ, il s'agit juste de la voir, à la fin c'est sa maîtrise qui compte. La maîtrise qui va lui permettre de s'identifier à cet objet, de l'intérioriser si vous préférez. Donc, de devenir au plus profond d'elle-même une Magical Girl, une fille qui a les super pouvoirs du simple fait d'être une fille. Donc, dans ces petites histoires, elle se pose la question de ce qu'elle en ferait si elle en avait un. Et je vous incite à regarder les Magical Girls sous cet angle, c'est très très instructif. Les Magical Girls, entre autres, amènent à imaginer un compromis qui répondra de manière plutôt satisfaisante à la question de l'incomplétude, du rapport aux autres. Quant à la différence des sexes, elle s'y opère directement dans le simple fait que c'est vachement marqué girly. Et au PsychoQuack, on a une idée un peu particulière sur la question. On pense que le premier système qui apparaît chez l'enfant, c'est le système de pensée binaire. Vous savez, ce système qui consiste à définir un terme par son contraire, le bon, le mauvais, l'intérieur, l'extérieur, le jour, la nuit, la fille, le garçon... Et c'est à partir de cette grille de lecture basique qu'on va pouvoir, avec le temps, commencer à percevoir des nuances entre deux extrêmes. Le gris clair, le crépuscule, le pas de la porte, les garçons manqués. Pour qu'il y ait de la pensée, il faut tout d'abord qu'il y ait de la différence. Je pense quand même que ce serait drôle d'avoir une queue, mais je crois que tout ce que vous faites avec votre queue, je sais aussi le faire. À la façon d'une Darby sans queue. Peut-être que la différence fille-garçon, on en fait tout un plat alors qu'au final c'est vachement plus relatif que ce qu'on pense. Mais alors, une bonne question, ce serait de savoir quelle approche nous avons de la différence en général. C'est un problème qui englobe, mais qui dépasse la simple différence des sexes. Est-ce que tu es quelqu'un qui te définit par opposition aux autres, ou est-ce que tu es tourné vers l'échange?
Parce que de la différence entre toi et moi, il y en aura toujours, qu'importe de quel sexe ou de quel genre nous sommes. Ce qui signifie qu'on ne sera jamais tout à fait d'accord. Mais cela, nous pouvons très bien l'admettre et l'apprécier, et là, le débat pourra alors devenir constructif. Et donc, même dans la différence des sexes, derrière le clivage qu'on perçoit, il y a des notions de nuances, des variations dans chaque histoire qu'on va pouvoir percevoir. On peut tout à fait accepter le féminin et le masculin à notre manière, et jouer avec la notion de genre. Et c'est là que les choses deviendront intéressantes. Voilà, cette série d'épisodes sur l'Oedipe et la castration est maintenant terminée. Un grand merci à Mardi Noir pour sa participation dans ce dernier épisode. On met un lien pour sa chaîne ici. On tient à la remercier énormément parce qu'elle a participé et au tournage et à l'écriture de l'épisode, et ça c'est vraiment important. Un grand merci. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, frétiller, envoyer un ballon jusqu'au ciel. J'en serais si fière que jamais je ne la laisserais tomber. Bon, ok, d'accord, elle a participé, super, merci. Mais sinon, ça va tes couilles? Je veux t'en parler. Jolie, touffue et violette aussi. Et tout le monde dirait qu'elle n'a pas son pareil. Si j'avais une queue comme mes amis.